Bienvenue à notre cinquième atelier de développement professionnel virtuel et notre huitième événement de la série d'ateliers et tables rondes virtuelles de la Société historique du Canada. Merci beaucoup à vous tous qui vous joignez aujourd'hui pour cet important événement. Je m'appelle Dave Hazan et je suis un doctorant à l'Université York et l'un des deux organisateurs de la SHC en charge de l'animation de cette série. J'ai l'immense plaisir d'aujourd'hui de vous présenter une discussion portant sur les apports et les défis de la pratique de l'histoire orale avec Fred Burrell. Alors, nous commencerons avec la reconnaissance de notre présence sur la terre autochtone. Je suis à Toronto, qui explique mon accent, où est située l'Université York. Alors, j'utiliserai le texte de mon institution. Je vous invite à réfléchir aux terres autochtones sur lesquelles vous êtes maintenant. L'Université York reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones. La région, connue comme Takranto, a été préservée par la nation Anishinaabeg, la Confédération Haudenosaunee, les Hurons-Wendat et les Métis. Elle est désormais le foyer d'un grand nombre de peuples autochtones. Nous reconnaissons le titulaire actuel du traité, la Première Nation de Mississauga du New-Credit. Ce territoire est soumis au traité de la ceinture wampum Dish with One Spoon, entente définissant le partage et la préservation pacifique de la région des Grands Lacs. Nous souhaitons la bienvenue au Dr. Fred Burrell. Fred Burrell est un chercheur postdoctoral à l'Université du Cap-Breton, après avoir récemment obtenu son doctorat en histoire à l'Université Concordia. Il est un chercheur associé au Centre d'histoire orale et de récits numérisés de l'Université Concordia et il partage son temps entre la Nouvelle-Écosse et Montréal. Fred a grandi dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse, une région très rurale apparemment, au cœur de l'industrie du bois de l'Est du Canada et a été témoin des conséquences désastreuses de la désindustrialisation sur la communauté. À Montréal, il a participé activement à diverses interventions populaires contre l'exploitation capitaliste, en particulier dans les mouvements de locataires et pour la justice envers les migrants. Ce travail politique a façonné son engagement à l'égard d'une recherche historique publique, remettant en question les structures de pouvoir et déspécialisant les démarches sérieuses d'enquête historique. Fred aime regarder le baseball, passer du temps avec son chat et parcourir Montréal en scooter. Il est sceptique quant à la pertinence politique du monde universitaire, mais malgré tous ses efforts, il demeure un incorrigible rat de bibliothèque. Alors Fred, merci beaucoup, c'est à vous. Merci beaucoup, Dave. Puis merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là avec moi aujourd'hui. Puis ceux et celles qui vont suivre après sur YouTube, merci beaucoup de votre attention. Comme Dave a dit, là, moi, j'ai récemment fini mon doctorat à l'Université Concordia. Euh, j'ai travaillé sur les mouvements ouvriers de la classe populaire d'un quartier montréalais qui s'appelle Saint-Henri, particulièrement la transition entre les luttes syndicales, industrielles sur le shop floor, au mouvement plus communautaire pour le droit au logement, pour l'accès à la santé à travers les années 70, puis la résistance par la suite à la gentrification puis le déplacement urbain. Fait qu'évidemment, c'est un sujet qui prête à l'histoire orale. Donc, j'ai été beaucoup servi, moi dans mes recherches, par la méthodologie de l'histoire orale et j'ai quand même des réflexions là-dessus, mais je dirais que je suis loin d'être expert. On est tous et toutes des gens qui font de l'histoire orale toujours en pratique, en réflexion. C'est un des aspects intéressants de cette méthodologie-là. OK, fait que qu'est-ce que je propose de faire aujourd'hui? Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que c'est plus intéressant la discussion que du magistral, selon moi. Mais je vais quand même juste faire un petit topo là, de qu'est-ce que j'avais proposé euh, à Steven, de parler un peu des généalogies ou de l'historiographie de l'histoire orale, des racines
de ça, de cette pratique. Oh, excuse, oui, tout à fait. Puis après, parler plus en détail sur les différentes, les aspects, le fun et les aspects plus difficiles de l'histoire orale, dans la méthode, l'emphase sur la mémoire, l'histoire publique, l'interdisciplinarité, puis parler de défis qui vient avec aussi. Je tiens à préciser que quand moi je parle d'histoire orale, puis vous avez peut-être d'autres expériences qui vont enrichir notre discussion par la suite, c'est que moi je parle de la pratique euh, qui a évolué à l'intérieur d'une communauté d'historiens et d'historiennes, pour la plupart universitaires, mais pas uniquement à l'intérieur de l'université, à partir effectivement des années 1960, mais un peu avant quand même. Euh, et que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, bien que ça recoupe euh, les questions de tradition orale qui dans les communautés autochtones, qui dans différentes communautés à travers le monde, qui c'est cette façon-là de faire de l'histoire, soit de passer des connaissances d'une génération à l'autre, mais aussi d'analyser l'histoire, puis le passé, puis l'expérience collective. Euh, c'est tout aussi important. C'est juste que moi, je suis vraiment pas un expert là-dedans. Fait que je me sens pas qualifié vraiment de parler ou je sais pas, de donner un cours ou un atelier sur la tradition orale. Fait que je serais vraiment intéressé de savoir un peu plus sur vos expériences là-dedans une fois qu'on se lance dans la discussion. Euh, donc, comme j'ai dit, l'histoire orale, normalement, quand on met un début, on essaie de chercher les débuts de l'histoire orale. On parle de 1948, qui est l'année où Alan Nevins a établi les études en histoire orale à l'Université Columbia à New York, qui était, lui-même, il était journaliste, mais qui avait fait des études universitaires aussi, qui a fait développer cette nouvelle pratique d'aller vers les gens directement pour leur parler de leurs expériences, leur vécu. Euh, mais c'est quelque chose comme pratique qui s'est émergé un peu de manière organique, mais contestée euh, à travers les années 50, les années 60, avec des sources des racines en journalisme, en folklore, en histoire, évidemment, et en anthropologie, c'est vraiment une méthodologie qui s'est émergée un peu de manière sédimentée, dans le sens que c'était comme une évolution tranquille de beaucoup de différentes sources. Puis ça a été dans la foulée de l'histoire d'en bas qui émergeait dans les années 60, des mouvements sociaux, soit ouvriers, soit féministes, qui avait vraiment une emphase qui était mise sur la pratique de l'histoire orale. Puis c'était quelque chose où on allait, euh, comme indique la citation là, de Robert Perks et Alistair Thompson, qui vient de leur introduction, c'est quelque chose, on allait à la cueillette des données, on allait rechercher des histoires qui ont été écartées des archives de l'État ou qui, comme on disait, l'histoire a été écrite par les dominants, fait qu'on va aller voir l'expérience des dominés. Euh,
Puis c'était vraiment ça l'approche des années 60, les années 70. Là, on voit l'établissement de différentes revues scientifiques. En 1976, je pense, le Forum d'histoire orale au Canada, qui malheureusement n'existe plus. Oral History Review aux États-Unis en même temps, 1974, je pense, mais dans cette époque-là. Puis c'était vraiment, tu sais, on allait parler aux travailleurs, aux travailleuses, on parlait aux femmes, on parlait aux communautés immigrantes, puis on parlait aux communautés autochtones, bien que c'était encore beaucoup dans l'approche anthropologique avec tous les problèmes qu'on connaît. Euh, mais c'était l'idée, on allait à la rescousse de ces histoires qui ont été cachées. C'était ça l'idée. Rendu les années 80, 90, évidemment, il y avait euh, des changements dans la pratique d'histoire professionnelle de A à Z, les histoires sociales, les approches matérialistes ont été bousculés, mettons, ou ont été mis au défi par des approches plus culturalistes qui focusaient sur la langue, la critique littéraire. Puis l'histoire orale aussi a été touchée par cette vague-là de nouvelles méthodologies. Puis on a commencé à s'intéresser pas seulement à qu'est-ce que les gens nous racontaient, c'était pas juste les faits qu'on savait pas, mais c'était aussi la façon de le dire. C'était les silences, les choses qu'ils disaient, les choses qu'ils disaient pas. Euh, un peu le- l'expert depuis les temps immémoriaux maintenant en histoire orale, c'est un chercheur italien qui s'appelle Alessandro Portelli. Puis la citation qui est souvent réutilisé quand on donne des cours d'introduction à l'histoire orale, c'est que l'histoire orale nous permet d'enquêter non seulement sur ce que les gens ont fait, mais aussi sur ce qu'ils avaient l'intention de faire, ce qu'ils croyaient faire, ce qu'ils pensent maintenant avoir fait. Fait qu'il y a vraiment une emphase sur la subjectivité, la mémoire, des figures comme Portelli, comme Luisa Passerini, Michael Frisch, qui parlait de toutes ces questions d'interaction entre la personne qui fait l'entrevue, la personne qui est interviewée, euh, et toutes les dynamiques de pouvoir qui peuvent exister dans cette relation-là. Et aussi l'espèce écoute en profondeur à qu'est-ce qui est dit, pas seulement l'approche d'aller à la cueillette des faits qui ont été écartés. De manière intéressante, ouais, pour moi. Anyway, ça n'a pas du tout été le même trajet dans l'historiographie francophone au Canada ou au niveau mondial. Surtout ce qu'on a vécu ici au Canada, surtout au Québec, était beaucoup influencé par l'approche française où on gardait la division entre l'histoire comme enquête, comme profession, puis ce qu'on appelait les sources orales. Fait qu'on pouvait utiliser quand même ces sources-là, mais il y avait quand même une certaine méfiance par rapport à la subjectivité, par rapport au fait que la mémoire n'est pas toujours fiable. Euh, et que une démarche sérieuse, une enquête sérieuse sur le passé a été quand même euh, basée dans une recherche dans les archives, dans l'histoire écrite, qui pourrait être bonifiée par les sources orales, mais que les sources orales eux-mêmes n'étaient pas reconnues comme une démarche scientifique. Euh,
il y avait des exceptions, bien sûr. Une des pionnières de l'histoire orale au Canada et au Québec, c'est Denise Baillargeon qui avait écrit en 91, je pense, son livre sur les ménagères du temps de la crise, des femmes qui ont vécu la grande crise de Great Depression dans les années 30 à Montréal. Mais ceci étant dit, c'est resté beaucoup plus une pratique minoritaire parmi les historiens et historiennes au Québec. Euh, Ceci n'est plus vraiment le cas, en fait, que c'est maintenant, je dirais que versus le Canada anglais, c'est le Québec qui mène dans la pratique de l'histoire orale. Mais on a plusieurs centres à l'échelle du Canada qui sont dédiés à l'histoire orale dans l'Oral History Center à l'Université de Winnipeg. Et là où moi, je suis affilié à l'Université Concordia, le Centre d'histoire orale et de récits numérisés. Si jamais vous êtes à Montréal, je vous encourage vraiment d'aller voir le MEM, le Centre de mémoire et expérience montréalaise, qui était l'ancien Centre d'histoire de Montréal, qui a pris un virage d'histoire orale et mémoire, qui va ouvrir ses portes dans les prochains mois, qui est vraiment j'ai eu la chance de visiter les expositions qui mettent en cours, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme façon de faire l'histoire orale dans une institution publique non universitaire pour le grand public. Donc, ça, c'est un survol rapide là, de l'histoire de l'histoire orale. Euh, mais c'est sûr que c'est vraiment schématique, puis il y a il y a d'autres choses à dire là-dessus. Euh, je vais vous parler de plusieurs apports de l'histoire orale parce que je suis historien oral, fait que je crois quand même à l'intérêt de cette pratique-là. Le premier, puis j'ai touché un peu là-dessus quand je parlais des années 90, puis Portelli, puis Michael Frisch, etc., c'est que l'histoire orale, c'est une pratique qui est fondamentalement basée sur euh, une relation interpersonnelle entre la personne qui donne l'entrevue ou la personne qui raconte son expérience, puis la personne qui va à la rencontre de cette personne-là interviewée, puis de ses expériences. Là, on voit dans la photo à gauche, là, c'est Studs Terkel qui fait une entrevue euh, à Chicago, un des pionniers de la pratique de l'histoire orale. Tu peux voir, il a sa petite machine de cassette, puis son micro. Je me souviens plus c'est où il l'a écrit, mais il y a vraiment un passage touchant où il rend l'atmosphère moins tendue, moins formelle en étant lui-même vraiment pas bon avec ses outils. Fait que de faire comme beaucoup un show avec sa manque de finesse technologique pour comme, mettre les gens à l'aise. Puis j'ai toujours trouvé ça un peu touchant, puis je pense que la photo est parlante, là. Mais on parle beaucoup de l'entrevue comme un espace démocratique. Euh, L'auteur qui est toujours cité là-dessus, c'est un historien qui s'appelle Michael Frisch, qui a parlé du concept de l'autorité partagée, que c'est entre l'expert, entre guillemets, puis l'autre expert, qui est évidemment la personne qui est l'expert principal, c'est sa propre vie. C'est un genre de co-création parce que l'histoire orale, c'est quand même une des seules pratiques historiques où on travaille non seulement avec les sources, mais on crée les sources en même temps. Fait que c'est quelque chose qui est créé par le mot parlé, mais aussi par
le dynamique interpersonnelle entre les deux personnes ou deux ou trois ou plus, entre qui est affecté par la météo, si la personne a eu une mauvaise ou une bonne journée, s'il y a du thé et des biscuits disponibles, toutes ces choses-là qui rentrent pas forcément toujours dans notre sens de c'est quoi faire la recherche, mettons, en archives étatiques ou gouvernementales, mais qui en fait constituent les bases de la création d'une source orale. Puis c'est des questions qu'on a besoin de se poser. Je pense que vous avez touché un peu là-dessus quand vous vous présentiez tantôt, mais c'est comme, c'est qui, en tant que historien, il faut qu'on se pose des questions. C'est quoi mon rapport à cette personne-là, cette communauté-là? Pourquoi est-ce que cette personne-là devrait me faire confiance? Pourquoi je devrais, moi, la faire confiance à mon tour? Euh, il y a vraiment une nécessité de réflexivité envers la nature des sources qui évidemment, qui devrait être pratique courant de tout le monde qui fait de l'histoire, peu importe s'ils parlent, s'ils font de la recherche dans les archives ou s'ils parlent avec les gens, mais qui est pas malheureusement toujours le cas. Fait qu'il y a vraiment une question de réflexivité, de relationnel et de l'éthique en recherche. C'est comme on a quand même tout le monde qui fait l'histoire orale passe à travers le processus d'approbation éthique dans les universités respectives, mais ça va au-delà de ça aussi. C'est une question d'engagement à court ou à moyenne ou à long terme avec des gens avec des communautés et que c'est quoi notre responsabilité envers ces personnes-là et ces communautés-là en tant qu'historiens, qui, selon moi, il devrait être une question que, comme j'ai dit, que tous les historiens se posent, mais qui n'est pas forcément toujours le cas. Deuxièmement, il y a la question de subjectivité et de mémoire. Tu sais, c'est vieux jeu un peu, mais c'est quand même beaucoup il y a quand même encore une méfiance dans certaines catégories ou certains coins du monde d'historiens, d'historiennes envers les sources orales parce qu'on dit, mais c'est l'expérience personnelle de la personne, mais c'est quoi, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Ou que ça nous fait questionner sur l'objectivité des sources, puis l'analyse qu'on peut faire avec ce genre de sources-là, qui est hautement personnel, qui ne pourrait pas être plus personnel que ça. Mais la contribution, comme j'ai cité pour Tali tantôt, et cette génération-là d'historiens oraux, c'est dit que ça, c'est la force de ces sources-là. Que on peut apprendre des choses qu'on ne savait pas, évidemment. Il y a toujours des éléments de n'importe quel moment historique qui sont négligés par exemple, les journaux ou un rapport gouvernemental. Ça, on le sait. Mais c'est non seulement des éléments qu'on ne savait pas qu'on va à la recherche, des faits qu'on ne connaissait pas, mais c'est l'expérience des gens là-dedans. Comment est-ce qu'ils ont senti par rapport à ça? C'était quoi la réflexion qu'il y avait dans le moment? C'était quoi l'expérience ou la réflexion, la mémoire qu'ils ont gardé de ça? J'ai mentionné les travaux de Luisa Passerini qui a travaillé sur la mémoire populaire du fascisme en Italie. Puis, c'est fascinant, elle a fait beaucoup d'entrevues avec des gens de la classe populaire, puis il y a vraiment une silence criante par rapport au fascisme dans les entrevues qu'elle avait faites. Puis c'est pas que l'analyse qu'elle fait de ça, c'est pas que genre tout le monde était antifasciste, là. C'est vraiment comme
il y a comme un genre de consensus collectif qu'on ne parle pas de ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire, cette silence-là? Donc, évidemment, ça demande vraiment une attention particulière aux ambiguïtés du vécu, de la vie personnelle des gens, qui demandent vraiment, encore une fois, une réflexivité, une sensibilité particulière de la part de l'historien. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être que positif dans la pratique et la réflexion historique. Euh, pour ce faire, puis ça, vous avez touché là-dessus aussi, on parle beaucoup dans la pratique de l'histoire orale de faire des récits de vie ou des life stories. C'est comme, on ne va pas forcément poser comme je veux savoir par rapport à tel et tel événement que tu as vécu. Puis une fois que tu m'as raconté cette grève-là, par exemple, mais qu'est-ce qui est venu avant et après, c'est plus ou moins important pour moi. C'est vraiment de laisser tout l'espace puis le temps à la personne de se raconter, de construire son analyse de ça à sa façon. Et c'est pas forcément de ne pas poser de questions, de juste laisser la personne raconter. On peut être critique, en tout cas, moi, dans mon expérience de faire les entrevues, c'était souvent une conversation entre les deux, tu sais, ou souvent, parfois, des désaccords même. Mais c'est de laisser la personne euh, arriver au point qui nous intéresse par eux ou elles-mêmes, puis de ne pas trop diriger l'entrevue. Et comme ça, on laisse l'autonomie, on laisse tout l'espace, puis on découvre des choses qui on n'aurait pas été forcément à la recherche de ça, mais c'est tout aussi important que qu'est-ce qu'on voulait savoir au début. Puis on peut en parler un peu plus après dans la discussion sur les apports et défis de cette approche-là de récit de vie, mais qui est vraiment comme fondamentale à la pratique de l'histoire orale. En troisième lieu, je dirais que c'est pas le cas pour l'ensemble de l'histoire orale, mais vu qu'il y a un engagement envers des gens qui sont à l'extérieur de l'université, des gens qui sont en vie, là, qui sont pas juste un nom dans un article de journal ou un chiffre dans une base de données, mais qui sont des personnes, des êtres vivants avec toute leur expérience puis leurs attentes puis leur déception. Il y a déjà un engagement envers le public qui est un peu ancré dans la pratique de l'histoire orale. La photo en haut à droite, là, ça vient de 2018. C'est à l'extérieur de l'ancienne usine Dominion Textile. Moi, dans le cadre de mes recherches doctorales, j'avais monté un genre de balado téléchargeable, un audio walk qu'on appelle, sur le quartier de Saint-Henri, des expériences ouvrières. Puis il y a des gens c'est moi qui ai pris la photo, il y a des gens qui écoutent une entrevue avec une ancienne travailleuse de l'industrie du textile devant l'usine, qui se mettent, qui sont un peu, on situe en scénario historique, là, et qui vivent le contraste aussi avec le présent, qui est maintenant l'ancien Dominion Textile. Ça s'appelle le Château Sanaboise. C'est comme un complexe de loft puis de restaurants un peu fancy dans un quartier très gentrifié comme Saint-Henri. Puis on peut faire toutes sortes de choses comme ça avec les sources orales, des interactifs de vidéos, d'audio, qui sont évidemment possibles avec d'autres formes de recherche historique, mais on dirait qu'il y a déjà, vu la nature des sources, il y a une possibilité, puis une ouverture à ce que ça aille une vie à l'extérieur des livres scientifiques, académiques.
qui n'est pas toujours là non plus dans la pratique de l'histoire professionnelle. Finalement, ben, pas finalement, mais le dernier apport dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'interdisciplinarité. Vu que l'histoire orale à la base a été une pratique interdisciplinaire qui s'est concrétisée de plusieurs sources dans, comme j'ai dit, le folklore, le journalisme, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie. Euh, Ça a toujours gardé cet élément-là d'interdisciplinarité. Pendant une période, on dirait que, vu que l'histoire orale était comme critiquée souvent par d'autres historiens, il y avait vraiment comme on essayait de monter une image de nous-mêmes en tant qu'historiens oral, on est comme tout aussi scientifique puis objectif que vous autres, mais on n'est comme plus vraiment, on n'est plus vraiment là-dedans. Puis je pense que c'est vraiment une bonne chose. La photo que vous avez devant les yeux à droite en bas, c'est Lisa de Jaru à gauche, qui est une affiliée aussi du centre d'histoire orale Concordia et qui était vraiment une participante active dans le projet Histoire de vie montréalaise, qui était plus que 500 entrevues qui ont été menées avec des survivants et survivantes des violences de masse, des génocides, elles qui viennent de la communauté rwandaise de Montréal, mais qui a aussi fait son doctorat avec Stephen High. Puis l'image, c'est une performance qui a été faite pour un festival à Rwanda avec une autre survivante du génocide rwandaise. Euh, à travers des histoires orales qui ont été menées, qui ont été données dans le cadre du projet d'histoire de vie montréalaise. Au Sean, on a, au Centre d'histoire orale et de récits numérisés, on a aussi un laboratoire Acts of Listening, qui est vraiment qui met l'emphase sur la performance de l'histoire orale. Qui fait un lien entre le théâtre et l'histoire orale. Moi, j'ai beaucoup appris de mes collègues au Shorn qui sont pas du tout dans le monde d'histoire professionnelle, qui sont artistes, qui sont comédiens, comédiennes, qui font des podcasts, qui font de la radio, qui font la peinture, mais tout basé sur les gens qui racontent leur vie. Euh, Puis je pense que c'est vraiment, vraiment une force de l'histoire orale que ça peut opérer à la croisée de toutes ces différentes façons de faire et de mener des enquêtes rigoureuses par rapport au passé. Évidemment, l'histoire orale, c'est quelque chose qui s'aimait de difficultés, de contradictions, de toutes sortes de problèmes aussi, là, et qu'il faut être bien conscient ou consciente de ces défis-là qu'on va aller dans la pratique de l'histoire orale, de faire des entretiens. C'est des choses qu'il faut toujours, toujours garder en tête. Un des premiers défis, je pense que j'avais mis dans l'autre jour que je vous ai montré tantôt, c'est l'empathie, une arme à double tranchante. Euh, Évidemment, quand on travaille, on parle de partage d'autorité. On se base beaucoup sur l'empathie qui est à la fois importante dans l'écoute active, l'écoute en profondeur, euh, et aussi dans la création de rapports interpersonnels entre les deux, entre la personne qui fait l'entrevue puis la personne qui raconte son passé. Euh, mais il y a des pièges là-dedans aussi. Euh,
un article très important de Valerie Yao que vous voyez là, Do I Like Them Too Much? Effects of the Oral History Interview on the Interviewer and Vice Versa, qui parle en fait de son expérience de mener des entrevues avec des communautés marginalisées. Puis souvent, tu sais, dans l'histoire orale, la personne, les praticiens et praticiennes de l'histoire orale, on vient à l'enquête avec une penchée à la gauche, progressiste. On veut vraiment comme euh, valoriser l'expérience des gens. Euh, mais ça peut faire en sorte que on a tendance à pas poser des questions difficiles. Elle raconte, l'auteur raconte dans cet article-là que un autre de ses collègues écoutait l'entrevue qu'elle venait de faire. Puis elle dit comme, ben, pourquoi tu n'as pas posé la question sur les attitudes clairement racistes de cette personne-là? Puis elle dit, ah ben, je n'ai pas pensé à ça, j'ai même pas comme, j'ai pas réalisé. Puis c'est parce que elle était dans une espèce d'engagement empathique envers la personne qui valorisait sa parole, qui faisait de l'écoute active. Et donc, les aspects un peu plus troublants du récit de cette personne-là ont été pas questionnés. Euh, L'autre côté de ça, une historienne que je trouve, moi, très intéressante, Kathleen Blee, qui a mené, qui a fait l'histoire orale avec des femmes membres du Ku Klux Klan. Euh, c'est un très bon livre, en fait, si vous ne l'avez pas lu, le Beyond Women's Words, qui était un peu le update puis le défi à un texte vraiment important de la première génération de l'histoire orale féministe qui s'appelait Women's Words, euh, qui dit en fait que comment est-ce qu'on on vient avec de l'empathie et une ouverture et la création d'un espace d'entrevue démocratique avec des gens qu'on n'aime vraiment pas ou avec qui on ne partage pas de valeurs du tout. Évidemment, elle faisait des entrevues avec des personnes qui étaient des suprémacistes blanches. Euh, mais c'est tout aussi important euh, de ne pas avoir une atmosphère hostile dans l'entrevue pour que le source lui-même soit intéressant, que ça soit, que la personne ait l'ouverture pour se raconter, pour comprendre qu'est-ce qui l'a mené à devenir membre, par exemple, du Ku Klux Klan. Euh, donc, c'est cette question d'empathie-là, ça ouvre la porte, mais ça a tendance aussi à enfermer d'autres. Fait que c'est vraiment un questionnement important qu'il faut toujours faire. Euh, il y a aussi la question de l'histoire orale, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire d'en bas, traditionnellement. Mais est-ce que ça pourrait faire partie aussi de l'histoire d'en haut? Moi qui travaille sur la désindustrialisation, mettons, on a tendance on est vraiment, on s'intéresse à l'expérience des travailleurs et travailleuses qui ont perdu leurs emplois, qu'est-ce que ça fait sur le long terme à leur communauté, à la composition, à la décomposition de communautés ouvrières, la classe ouvrière. Mais il y a beaucoup moins d'enquêtes sur l'autocompréhension des dirigeants et des PDG de compagnies qui ont pris des décisions de fermer. S'il y en a, comme Stephen Hype, par exemple, qui a fait des entrevues dans le cadre de ses recherches avec des gens haut placés de compagnie, mais c'est quelque chose qui manque. On va à la recherche des gens avec qui on a un sympathie, avec qui on partage des valeurs. Mais pour avoir
une vision plus complexe du passé, on sait qu'il faut aussi enquêter sur l'État, sur les gens qu'on aime moins, puis sur des personnes qui ont vraiment causé des torts et beaucoup de mal à d'autres personnes. C'est quelque chose qui est difficile, surtout dans le contexte de violence, là, de violence interpersonnelle ou de violence de masse, qui était dans le cadre du projet d'histoire de vie à Concordia. C'est des gens qui avaient eux-mêmes perpétré des actes de violence et que c'est tout aussi important, bien que c'est très difficile. Après, il y a la question de c'est comment qu'on traite ces sources-là. Tu sais, la façon traditionnelle, I guess, c'est comme on fait l'entrevue, mais après, tu sais, on fait une transcription, puis on travaille à travers la transcription. On ronde, une source orale, une source écrite, en fait. Puis là, on travaille avec ça de la même manière qu'on travaillerait si on avait trouvé un journal intime, peut-être, de la personne. Euh, mais une source orale a toute une autre logique. C'est un acte forcément de traduction, de prendre quelque chose d'oral puis le rendre euh, en forme écrite. Euh, on perd, mettons, le langage corporel, on perd les hésitations, des gens qui bégayent, on perd toutes ces choses-là qui nous indiqueraient dans le moment que peut-être la personne trouve ça difficile, qui n'a pas envie forcément de parler de ça, qui est une information importante dans l'analyse, mais que dans le forme écrit, on perd cette connaissance-là, cet aspect-là de l'expérience. Euh, L'image que vous voyez à gauche, ça vient d'un article récent de Stephen High, Au-delà de la citation payante, où il parle d'une analyse qui a été faite par une de ses étudiantes sur une entrevue d'une membre du SHORN, où, comme vous pouvez lire, là, où elle s'est concentrée sur la relation entre l'accélération et le ralentissement de la parole. Euh, Fait que vous pouvez voir qu'elle elle fait un genre d'analyse sonore de là où elle part rapidement, la personne interviewée, où elle part plus rapidement, où elle ralentisse, là où elle rit. Puis c'est comme au-delà des mots, de qu'est-ce qui est dit, on apprend des choses sur l'état émotionnel de la personne, de comment elle gère ses émotions, puis de comment elle se raconte, puis qu'est-ce que ça veut dire pour elle, mais aussi pour comment la communauté dont elle appartient a un rapport à ces sujets-là. Fait qu'il y a il y a tout aussi ces défis-là dans l'histoire orale de comme vraiment mettons, respecter l'oralité et de ne pas toujours comme aller direct vers le mot écrit. Euh, il y a aussi la question qui est vraiment embêtante de comment on fait vivre l'archive une fois qu'on a fait les sources. Une fois qu'on a créé les sources orales à travers les entrevues, c'est quoi qu'on fait avec ces entrevues-là? Parce que comme j'ai dit tantôt, on est les seuls, à ce que je sache, là, parmi les historiens qui qui font pas non seulement consulter les sources, mais les créer en même temps. Fait qu'il y a forcément une question d'archivage. Euh, Avant qu'on ait des technologies numériques, il y avait une question de préserver des cassettes ou des enregistrements physiques. La qualité sur le long terme sur ces sources-là. euh,
la dégradation même des cassettes. Maintenant, il y a une question de stockage numérique, là, c'est qui est vraiment comme énorme avec, mettons, un projet comme Histoire de vie montréalaise, plus de 500 entrevues qui peut aller d'1 heure à 5 heures, là, puis audio-vidéo, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de storage numérique à faire. Fait qu'il y a une question pratique. Après, il y a une question plus éthique. On fait signer toujours un formulaire aux gens. euh, ils ont plusieurs options. Est-ce que vous avez envie d'être anonyme ou est-ce que vous voulez partager votre identité avec le public? Est-ce que vous avez envie que ça soit utilisé juste pour la recherche principale, mettons, dans mon cas à moi, dans le cadre de ma thèse et le livre qui va être, j'espère, sorti bientôt après, ou est-ce que vous consentez, est-ce que ça soit accessible pour d'autres chercheurs dans l'avenir, que ça soit inclus dans l'archive du Shorn? Puis la majorité des gens, ils choisissent, dans mon expérience, que ça soit disponible à tout le monde. Parfois, ils changent d'avis après s'il y a quelque chose de difficile qui est sorti. Puis on ne sait jamais, hein, il y a des gens qui n'ont pas du tout intention de parler de quelque chose, mais que ça sort une expérience mettons, de violence qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants ou quelque chose comme ça. Et là, il faut toujours laisser la place. Est-ce que la personne change d'avis par rapport à la confidentialité de son entrevue ou même que ça soit utilisé, point, là. Mais la majorité des gens, quand même, ils consentent à ce que ça soit archivé. Mais ça impose toute une responsabilité sur les historiens qui viennent par la suite ou d'autres chercheurs qui viennent par la suite qui utilisent ces sources-là. Euh, Peut-être toute autre question, là, mettons que les gens, ils mènent une enquête sur l'expérience des femmes racisées à Montréal dans les années 80. Euh, donc, il y en a quand même dans notre collection à nous, il y a beaucoup d'entrevues qui auraient un intérêt parce qu'ils parlent de leur expérience de migration, etc. Mais que le lien de confiance qui a été établi entre la personne qui faisait l'entrevue et la personne qui se racontait n'est pas là avec là ou le chercheur qui vient par la suite. Et donc, il y a toute une question éthique. On est toujours en train de comme consulter des collections d'entrevues, puis de se demander sais-tu vraiment comme j'ai-tu le droit de parler de, mettons, le racisme de cette personne-là qui parlait pas du tout des enjeux de cohabitation ou de race ou de son identité en tant que personne blanche avec la personne qui faisait l'entrevue. Elle faisait juste comme parler de sa vie, puis entre autres, elle a mentionné qu'elle a trouvé ça difficile qu'il y avait plus d'immigrants dans le quartier. Donc, euh, clairement, il s'agit d'un racisme important, puis il y a des choses à dire par rapport à ça, mais que notre chercheur vient par la suite et prendre cette personne-là qui a donné son consentement que son entrevue soit archivée et que ça soit public, que ça soit son identité, qu'elle soit comme prise comme l'exemple d'une personne raciste. Euh, c'est quand même, c'est touché. Moi, je ne suis pas d'opinion forcément qu'il ne faudrait pas faire ça. Il faut comme se fier à ce que les gens ont dit par rapport à leur niveau de confidentialité. Mais il y a quand même des questions éthiques à explorer. Finalement, je pense que la dernière chose que je dirais avant qu'on se lance dans la discussion, c'est
la relation interpersonnelle qui fait de l'histoire orale vraiment comme un pratique intéressant qu'on parle de partage d'autorité, etc. C'est tout aussi un aussi grand défi que ça soit un atout ou un apport. Euh, Surtout, selon moi, à cause du fait qu'il y a un écart inévitable entre la personne qui mène l'entrevue, qui est soit salarié à l'université, qui soit étudiant ou étudiante au doctorat ou à la maîtrise, euh, parce qu'il y a vraiment un écart matériel entre les deux. C'est un peu pas vraiment bienvenu. Euh, ou bien vu dans la pratique de l'histoire orale de payer des gens, de faire des entrevues. Euh, L'idée, ça a toujours été que c'est une façon de commodifier ou de commercialiser euh, un espace interpersonnel qu'on essaie de rendre le plus démocratique puis ouvert que possible. Euh, Puis, tu sais, je peux voir, mais il y a aussi l'autre côté qu'il y a clairement un intérêt matériel de la part de la personne qui fait l'entrevue. Moi, je faisais. Tu sais, j'avais de la misère vraiment avec ça quand j'ai fait mes entrevues à moi pour mon projet doctoral. Euh, je faisais des entrevues avec des personnes que je connaissais depuis longtemps dans les luttes pour le droit au logement et contre la gentrification de mon quartier à Saint-Henri, à Montréal, où avant de faire mon retour aux études, je travaillais pendant plusieurs années comme organisateur communautaire dans une association de locataires. Fait que c'était vraiment comme des gens que je connaissais à travers une lutte qu'on avait partagée ensemble, qui étaient souvent des personnes à faible revenu, à très faible revenu. Tu sais, c'est le bien-être social. Euh, Puis moi, quand j'ai fait mon retour aux études, j'avais une bourse de l'université, j'avais une bourse de l'FRQSC, le Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Euh, c'est sûr que je n'étais pas payé, c'est vraiment des millions, là, mais tu sais, je faisais mon 35-40 000 par année pour les quelques années que j'avais ce financement-là. Et si jamais j'ai la chance d'avoir un poste à l'université, je vais être quand même bien payé. Puis ça va être fait à partir des connaissances qui ont été partagées avec moi, pas rémunérées par les personnes que je connais qui restent, qui demeurent mes amis et des gens avec qui je suis en contact dans le contexte de mouvements sociaux presque à toutes les semaines. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment il y a un questionnement à faire là-dedans. Tu sais. Je trouve qu'on a du chemin à faire par rapport à notre niveau de autocritique puis de l'honnêteté par rapport aux sources orales puis l'histoire orale. Aussi les intérêts matériaux de tout le monde là-dedans. Bien que, évidemment, comme vous savez, vous qui êtes au postdoc ou qui commence le doctorat, on est très précaire nous autres aussi, mais ce n'est pas toujours la précarité n'est pas vécue de la même façon par tout le monde. Fait que c'est un autre aspect de réflexivité aussi que je pense qu'il faut avoir dans la pratique de l'histoire orale. Merci beaucoup tout le monde. Merci et au revoir.